Pour entendre la dernière communication faite par Dr Maria Gonzalez de l'équipe de Carole, je pense. Cancer du sein et maladie professionnelle, quelles conséquences pour les soignants? Un sujet nouveau. Alors, je crois qu'elle est à distance, oui. Elle est en visio à Strasbourg. Bonjour madame. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. J'essaie de mettre mon diaporama. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, merci beaucoup. Eh bien, je suis d'abord tout à fait désolée de ne pas être parmi vous et de ne pas avoir pu me déplacer. Et, je vous remercie beaucoup et je remercie Carole Matelin d'avoir permis de me permettre de parler en cette fin de séance d'un domaine particulier qui est celui lié au travail. Et Carole m'a posé une question assez complexe concernant les conséquences pour les soignants d'une éventuelle reconnaissance du cancer du sein en maladie professionnelle. Alors je vais essayer de faire une petite synthèse d'abord sur les facteurs professionnels. Est-ce que vous pouvez partager votre écran, madame? Allô? Votre partage d'écran, vous ne l'avez pas activé? Ah, vous ne voyez pas la communication. Alors je vais essayer de le refaire. Là. J'en profite pour mieux vous présenter, madame, professeur Gonzalez, chef de service médecine du travail. Est-ce que vous le voyez là? On voit très bien. Vous pouvez lancer votre diaporama. Merci. Est-ce que vous le voyez? C'est parfait. Très bien. Donc voilà, voulez-vous resituer un petit peu, avant d'évoquer la complexité de la reconnaissance en maladie professionnelle et les éventuelles conséquences, vous resituer les principaux facteurs que l'on a aujourd'hui identifiés comme pouvant être en cause dans le cancer du sein. Alors le cancer du sein, il y a quelques années, moi quand j'ai commencé la spécialité, on n'y pensait absolument pas comme pouvant être éventuellement lié au travail. Et là, maintenant, depuis quelques années, on a de plus en plus de recherches et de publications sur des facteurs de risque dans le domaine du travail. Et comme vous le savez tous, le cancer du sein, il y a beaucoup de facteurs qui n'ont pas encore été identifiés. Et parmi ceux-ci, les facteurs professionnels, même s'ils sont limités par rapport aux autres facteurs, ils existent. Et alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de celui qui est le plus médiatisé, qui est l'exposition au travail en équipe alternante avec travail de nuit. Donc, c'est depuis 2007 que le Centre international de recherche sur le cancer a lancé l'alerte sur le risque lié en matière de cancer et de cancer du sein plus particulier chez les professionnels qui sont exposés à ces horaires alternants. En 2007, le CIRC a classé ce risque en cancérogène probable et une nouvelle expertise a eu lieu en 2019 qui a confirmé ce classement. C'est-à-dire que malgré l'abondance des études de tout type et des méta-analyses, on reste encore sur un niveau de preuve chez l'humain qui est limité par rapport aux données animales ou expérimentales où on a bien identifié ce risque. Chez l'humain, c'est plus compliqué, d'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de définition claire du travail de nuit qui fasse consensus. Et donc les études épidémiologiques sont un peu biaisées par ce défaut de caractérisation et de prise en compte de certains facteurs de confusion. Donc aujourd'hui, néanmoins, l'ensemble des études sont quand même assez concordantes pour dire qu'il y a certainement un surrisque, même si pour l'instant le classement est plutôt en probable qu'en certain. Alors dès le départ, les professions qui avaient été les plus mises en cause dans les études, plus concernées par ce risque, étaient notamment les infirmières pour les personnels soignants, et notamment parce que dans le secteur du soin, on a énormément de femmes qui travaillent et elles sont la plupart du temps exposées à des horaires alternants et au travail de nuit, et ceci depuis très longtemps, contrairement à d'autres secteurs.
Alors, on a également identifié d'autres facteurs dont je parlerai un tout petit peu plus tard, comme les rayonnements ionisants, qui sont connus depuis longtemps comme étant un facteur de risque du cancer du sein, et certains produits chimiques, donc l'oxyde d'éthylène ou certains perturbateurs endocriniens. On est là vraiment devant des situations complexes de multi-exposition, où on intègre à la fois le travail, mais aussi les facteurs environnementaux, les facteurs personnels, l'alimentation. Donc on est dans des modèles complexes pour arriver à identifier quels sont les facteurs qui sont spécifiquement liés au travail. Alors, pourquoi se poser cette question? C'est aussi parce que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Matelin, il y a eu une médiatisation assez importante en début d'année concernant la reconnaissance d'un cancer chez une soignante dans un hôpital en Moselle. En fait, il s'agit d'un cas de reconnaissance assez particulier puisqu'il s'agissait d'une infirmière qui travaillait dans un hôpital public. Et la procédure est un peu différente de reconnaissance par rapport au secteur privé, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce travail de nuit, et il faut savoir que le travail de nuit est délétère pour tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes, et pas uniquement du fait du surrisque de cancer, mais également pour d'autres conséquences sur la santé qui, elles, ont un niveau de preuve certain. Notamment des troubles métaboliques, des troubles du sommeil, des facteurs cardiovasculaires, des facteurs psychiques. Et pendant très longtemps, le travail de nuit a été interdit par le Code du travail en France, il faut le savoir. Et c'est une directive européenne sur l'égalité professionnelle qui a demandé à la France de lever cette interdiction. Donc on avait surtout des femmes qui travaillaient dans le secteur du soin, qui travaillaient de nuit depuis très longtemps. Par contre, dans les autres secteurs industriels, par exemple, pendant très longtemps, encore une fois, il y avait très peu de femmes, sauf dérogation, qui travaillaient de nuit. Et depuis 2001, cette interdiction a été levée, ce qui peut expliquer peut-être des différences aussi à retrouver des données dans d'autres secteurs d'activité. Les études montrent quand même que le surrisque, s'il existe, est vraiment relativement modéré, avec une augmentation de 20 à 30% en moyenne, et surtout pour des femmes qui ont travaillé de manière très prolongée en horaire alternant et de nuit. Voilà, les facteurs, je ne vais pas le détailler, je n'ai pas le temps ce soir, je vous ai mis des références pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Les facteurs en cause sont essentiellement des perturbations des rythmes, de nos biorhythmes, des rythmes circadiens, du sommeil, l'exposition à la lumière, la nuit, certainement des perturbations au niveau des sécrétions hormonales, et notamment d'une hormone essentielle qui est la mélatonine, qui a une action oncostatique. Chez l'animal, on montre bien que la privation de mélatonine peut entraîner une croissance plus importante de cellules tumorales, notamment mammaires, et qui a également un impact en termes de sécrétion d'autres hormones et des œstrogènes en particulier. Parmi les autres facteurs, encore une fois, sans les détailler trop, les rayonnements ionisants qui sont, eux, des facteurs certains, cancérogènes, aussi pour le sein, mais plutôt dans le domaine thérapeutique, comme vous le savez, en post-radiothérapie. Dans le domaine professionnel, les études qui sont faites chez des professionnels qui sont exposés au rayonnement, manipulateurs radio, radiologues et même chirurgiens, aux doses actuelles, en tout cas, qu'on a en radioprotection, avec la radioprotection, ne montrent pas réellement de surrisque en milieu de travail, puisque les doses sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on pouvait avoir dans le passé, quand il y avait moins de mesures de radioprotection. Ceci dit, il y a des cas qui sont reconnus de cancer du sein. Il y a notamment, j'ai connaissance d'un cas qui a été reconnu en maladie professionnelle lié à l'exposition en rayonnement ionisant. Les autres cas qui ont actuellement été reconnus concernent notamment des femmes qui ont été exposées à un gaz toxique qui est l'oxyde d'éthylène, qui était utilisé notamment dans la stérilisation du matériel médical ou en agriculture, et qu'on a utilisé dans les hôpitaux. Donc ça peut aussi concerner des personnels qui ont travaillé dans le secteur du soin. Et ce gaz est un cancérogène sûr. Il provoque surtout des hémopathies, des lymphomes non-hodgkiniens, et il est mis en cause également de façon importante dans la survenue de cancer du sein. Donc il y a quelques cas de femmes
qui ont travaillé dans une entreprise où il y avait une forte exposition à ce gaz et qui ont été reconnus en maladie professionnelle en France. Parmi les autres facteurs de risque, notamment liés à des produits chimiques, et dont beaucoup sont des perturbateurs endocriniens, donc je ne les détaillerai pas. Il y a beaucoup de publications aussi dans le domaine environnemental, pas uniquement dans le domaine professionnel. Pour l'instant, le niveau de preuve est encore limité, hein, pour la plupart d'entre eux, en tout cas au niveau professionnel. Alors, j'ai retrouvé également une étude qui a été faite par un groupe de travail, aussi dans le cadre du Centre international de recherche sur le cancer, et qui a été menée, une étude qui a été faite sur les cancers durant l'année 2015 pour essayer d'estimer les fractions attribuables. Donc, c'est important puisque finalement, ce qui est important aussi, c'est sur quels facteurs on peut agir pour éviter ces cancers. Et les facteurs professionnels font partie des facteurs sur lesquels on pourrait agir en prévention pour éviter la survenue de ces cancers. Et cette étude qui a été publiée en 2018 fait apparaître, c'est un peu pour relativiser la part professionnelle par rapport aux autres facteurs qui sont identifiés. Et vous voyez, les auteurs estiment à peu près 1% de fraction d'attribuables. Compte tenu de l'incidence des cancers du sein en 2015, ça ferait à peu près 680 cancers qui auraient pu être évités cette année-là, du fait s'il n'y avait pas eu l'exposition professionnelle. Alors vous voyez que c'est par rapport à l'alcool, par exemple la consommation excessive d'alcool, qui est un facteur de risque bien identifié. On est quand même à des niveaux beaucoup plus faibles, mais certainement sous-estimé. En tout cas, c'est ce qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui il y a une réticence dans les difficultés à considérer ces facteurs professionnels comme des maladies professionnelles, même s'il y a de plus en plus de possibilités, en tout cas d'organisations qui souhaitent que ça puisse être reconnu en maladie professionnelle. Alors en quelques mots, sans vous refaire tout le dispositif français de maladie professionnelle, les points qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a dans le système français un système à deux voies. Alors là, dans le secteur privé, hein, puisque les fonctions publiques c'est un peu particulier. Donc dans le secteur privé, on a soit la possibilité d'avoir des tableaux de maladies professionnelles, qui sont vraiment quelque chose qui en France c'est un des rares pays en France à avoir le système de tableau, et également ce qui va entraîner ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. C'est-à-dire à partir du moment où on a un tableau de maladie professionnelle qui est créé en France, la personne n'a plus besoin de faire la preuve que la maladie vient du travail. Par défaut, elle sera reconnue. Donc ça, c'est un avantage, entre guillemets avantage, c'est jamais avantageux d'avoir une maladie, mais très important du système français, et c'est pourquoi c'est compliqué de créer un nouveau tableau. On a également un système complémentaire au tableau qui passe par un comité d'experts régional qu'on appelle le C2RMP, et les quelques cas dont vous avez entendu parler, notamment ceux dont je vous disais tout à l'heure à l'oxyde d'éthylène ou au rayonnement ionisant, ont été reconnus par cette voie complémentaire. Alors cette voie complémentaire permet donc déjà aujourd'hui de reconnaître certains cancers qui ne sont pas inscrits dans des tableaux. Ceci dit, cette voie complémentaire reste très difficile puisqu'elle exige des critères qui sont assez sévères, c'est-à-dire non seulement il faut avoir une maladie grave, bon, c'est le cas du cancer du sein, donc de ce côté-là, ça peut passer la barre. Par contre, il faut prouver l'exposition, et c'est pas toujours facile de prouver l'exposition quand il faut remonter des années auparavant. Et par ailleurs, c'est au cas par cas, il faut aussi prouver que la maladie vient bien du travail, de cette exposition, pas seulement directement, mais aussi de façon prédominante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la femme ait d'autres facteurs de risque qui puissent expliquer la survenue du cancer. Donc ça, c'est vraiment la différence entre la voie complémentaire qui nécessite de prouver le lien par rapport à un tableau de maladie professionnelle qui, une fois qu'il est créé, la victime n'a plus besoin de prouver le lien avec le travail.
Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de la création d'un tableau spécifique pour le cancer du sein. Vous avez des organisations syndicales qui appuient aujourd'hui fortement pour la création d'un tableau concernant le cancer du sein, alors qu'actuellement, il n'existe pas. Le cancer du sein n'est reconnu pour aucun facteur de risque dans le cadre d'un tableau, que ce soit le travail de nuit, mais pas non plus pour l'oxyde d'éthylène ni pour les rayonnements. Il faut passer par la voie complémentaire et prouver le lien avec le travail. Alors, donc, ça j'en ai parlé tout à l'heure, et en Europe, simplement pour donner une vision un petit peu plus large, il n'y a qu'un seul pays aujourd'hui qui reconnaît le cancer du sein comme maladie professionnelle, et c'est le Danemark qui a reconnu à peu près 100 à 150 cas, et qui récemment a réajusté un petit peu les critères, avec des critères un petit peu plus sévères qu'auparavant, c'est-à-dire l'appareil au Danemark, il juge au cas par cas, et uniquement pour des femmes qui ont travaillé plusieurs nuits d'affilée par semaine et pendant au moins 25 ans. Donc ça reste des critères quand même assez exigeants, et il y a peu de cas qui sont reconnus, mais c'est possible au Danemark par cette voie-là. Donc la création d'un tableau qui est demandé, comme je vous le disais, par certaines organisations syndicales, ça reste un processus qui est complexe en France, qui nécessite une volonté politique d'une part, qui nécessite également qu'il y ait un accord au niveau des organisations patronales et syndicales. Il faut qu'il y ait un consensus social, puisque les maladies professionnelles, je vous le rappelle, sont payées, toute l'indemnisation est faite par les employeurs. Donc reconnaître un cancer aussi fréquent que le cancer du sein, forcément, ça va entraîner, s'il faut indemniser les victimes, compte tenu du nombre de femmes qui travaillent de nuit dans le secteur du soin, ça a forcément des conséquences financières importantes. Et donc ça nécessite une volonté politique et un accord des partenaires sociaux. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore à un consensus social sur ce point. Mais ça évolue beaucoup, puisqu'on a déjà actuellement, depuis quelques années maintenant, des nouveaux tableaux. Par exemple, il y a le cancer de la prostate est maintenant reconnu dans le cadre d'un tableau sur les pesticides. Donc les personnes qui ont pu travailler, être confrontées aux pesticides et qui ont un cancer de la prostate peuvent être reconnues et indemnisées en maladie professionnelle. Et là, vous avez également depuis quelques semaines, depuis moins d'un mois, le cancer de l'ovaire à l'amiante, qui est également reconnu dans le cadre d'un maladie professionnelle. Donc, vous voyez, un tableau, ça se présente comme ça. Et ce tableau qui est sorti tout récemment, le 14 octobre 2023, qui a été publié, avec un accord des partenaires sociaux, indemnise maintenant les cancers de l'ovaire. Chez les femmes qui ont pu être exposées à l'amiante, il y en a qui ont été fortement exposées, par exemple dans l'industrie textile ou dans certaines industries de transformation de l'amiante. Et il faut avoir été exposé pendant au moins 5 ans. Et ces femmes sont automatiquement reconnues si elles déclarent le cancer de l'ovaire, même si elles ont d'autres facteurs de risque. C'est ça l'avantage du tableau de maladie professionnelle. Donc voilà, quelles sont les conséquences d'une telle indemnisation? C'est évidemment que ça va aussi, si un jour on a un tableau de maladie professionnelle, ça va permettre l'indemnisation des victimes, mais aussi pour nous qui sommes professionnels de santé au travail, ça lancera une alerte encore plus importante au niveau des employeurs pour qu'ils fassent des actions de prévention des risques qu'on peut retrouver au travail. Et il faut y voir, encore une fois, on a déjà beaucoup de tableaux qui existent pour les soignants. Tous les troubles musculo-squelettiques, etc., font déjà l'objet de reconnaissance en maladie professionnelle. Même les risques psychosociaux et les dépressions peuvent être reconnus par la voie complémentaire. Les fonctionnaires, encore une fois, ont une procédure un peu particulière via un expert agréé. Mais voilà, c'est déjà actuellement, à condition de prouver le lien, possible d'être reconnu. S'il y a un tableau, ce sera évidemment beaucoup plus facile, puisqu'il n'y aura plus besoin de prouver le lien.
Alors pour nous, c'est important qu'il y ait cette alerte quand même, parce que l'ensemble des études, même si le niveau de risque est encore discuté aujourd'hui au niveau de preuve, on sait qu'il y a un effet délétère du travail de nuit. Or, aujourd'hui, le travail de nuit a tendance à exploser dans tous les secteurs, c'est-à-dire pas seulement dans les secteurs comme le soin, où on ne peut pas l'interdire parce qu'il est absolument indispensable, mais aussi dans les secteurs industriels, commerciaux, alors que c'est un risque qui comporte des conséquences pour la santé. Donc pour nous, ça serait un moyen aussi d'agir en termes de prévention et d'inciter les employeurs à mettre en place des actions de prévention, un meilleur suivi aussi des personnels qui sont exposés au travail de nuit, un aménagement des horaires, une limitation des durées, un respect des temps de récupération. Et bien entendu, quand on est médecin du travail, on est très vigilant aussi sur la prévention des autres facteurs de risque, la lutte contre la sédentarité, contre le surpoids, qui peuvent également se faire dans le suivi de ces femmes, en plus de l'action sur le travail, sur l'organisation des horaires de travail. Donc finalement, une reconnaissance, ça aurait, on l'espère aussi, une action de sensibilisation sur la prévention de ces risques et pour limiter le nombre de femmes qui peuvent être concernées et limiter la survenue de cancer du sein. Il y a toutes les problématiques que tout à l'heure ça a été évoqué de reprise du travail. Donc il faut savoir que ce soit pour tout ce qui concerne la reprise du travail après cancer ou les questions qui peuvent se poser sur une éventuelle déclaration ou reconnaissance en maladie professionnelle, vous avez les centres de pathologie professionnelle. Tout à l'heure, on a parlé de celui de Paris, mais vous en avez un dans la plupart des grands CHU. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de notre avis sur des situations particulières. Merci beaucoup. Bravo. C'était très clair et très complet. Il faut bien dire assez préoccupant pour un certain nombre de raisons. D'abord, l'exposition au risque, comme vous le disiez, de nos collègues soignantes que nous côtoyons tous les jours, mais au-delà, comme vous l'avez dit, le travail de nuit se développe dans différents types d'activités, donc le risque augmente, et je pense qu'un des aspects les plus importants de votre communication est celui de la prévention, et qui est de la responsabilité de l'employeur, qui doit signifier de la médecine du travail organisée autour, qui doit signifier évidemment aux travailleurs, aux travailleuses qu'elles sont exposées au risque et qu'il y a effectivement des actions de prévention, en particulier pour éviter l'addition des risques. Car vous l'avez bien dit, l'incrimination hormonale liée à la mélatonine est probable, mais non complètement prouvée. On y reviendra peut-être. Mais et c'est une des difficultés de la médecine du travail, c'est-à-dire c'est l'addition, la confusion des facteurs possibles, en particulier l'alcool, le tabac, le stress. On ne va pas reprendre tout le tableau que vous avez montré. Et la durée d'exposition à ce risque. Je pense que c'est une difficulté qui, pour vous, doit être quotidienne pour définir si véritablement il y a un lien avec l'activité professionnelle. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Carole ? Moi, j'ai un commentaire. Bravo pour ta présentation. J'ai trouvé que c'était extrêmement clair. Tu as dit qu'au Danemark, le cancer du sein était reconnu comme maladie professionnelle chez les femmes qui faisaient plus de 25 ans de garde de nuit, etc. Il y a d'autres métiers, je crois, qui sont reconnus comme maladie professionnelle, comme les hôtesses de l'air. Tu peux nous en dire un mot ? Alors, au Danemark, en tout cas, je ne pense pas que ils tiennent compte du travail de nuit, que ce soit pour les infirmières ou pour d'autres. Concernant les hôtesses de l'air, on est plus sur les décalages horaires, du fait des jet lags répétés, et également une exposition éventuelle au rayonnement cosmique qui peut être associée. Donc, encore une fois, quelle que soit la profession, en France, s'il y a un dossier qui est suffisamment étayé, il peut passer devant un C2RMP. Aujourd'hui, les cas de reconnaissance, comme le niveau de preuve n'est pas certain pour le travail de nuit, ça reste encore compliqué, puisqu'il faut prouver le lien. Mais quelle que soit la profession, les personnes peuvent être indemnisées. Et donc, au Danemark, à partir du moment où une femme a été exposée au travail de nuit pendant plus de 25 ans et qu'elle a travaillé plus d'une nuit par semaine,
Si c'est moins d'une nuit, ils ne les prennent pas, mais plus d'une nuit et plus de 25 ans, et qu'elle n'a pas d'autres facteurs de risque, hein, on est bien d'accord, hein, puisque ils les reconnaissent en maladie professionnelle, quelle que soit la profession. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait instaurer des consultations de prévention pour informer les femmes qui travaillent à l'hôpital, par exemple, qui font des nuits et qui sont quand même exposées à ce risque, des autres facteurs de risque qu'elles ne connaissent pas forcément, l'alcool, la prise de contraception orale, l'absence d'allaitement, etc. Alors, ça fait partie des missions des services de santé au travail, hein, de faire justement l'information sur la prévention des facteurs professionnels, mais aussi des missions en termes de promotion de la santé et de plus en plus maintenant d'actions de santé publique, hein, pour limiter le tabagisme, la prise d'alcool, la sédentarité, voilà. Donc, et bien entendu que les soignants sont exposés à des horaires atypiques, avec de plus en plus des horaires longs, hein, vous savez, des 12 heures, par des choix personnels aussi. Donc on a besoin de les informer, hein, sur les conséquences de cela, mais il y a beaucoup d'autres risques qui sont associés, la manipulation de produits cytostatiques, les rayonnements, on a vu, toutes les contraintes qu'il peut y avoir également. Voilà, donc ça fait vraiment partie des missions des services de santé au travail, et bien entendu qu'il faut développer des actions de sensibilisation, plus particulièrement sur le travail de nuit. Et dès qu'on touche aux horaires de travail, vous voyez, autant c'est facile de supprimer un risque, hein, l'oxyde d'éthylène, on l'a supprimé, les rayonnements, on les limite énormément aujourd'hui avec toutes les mesures. Dès qu'on touche aux horaires de travail ou au travail de nuit, on touche à un domaine extrêmement sensible. Et on a beau dire que c'est dangereux, parce qu'il y a le risque de cancer du sein, mais il y a encore une fois, d'autres conséquences qui sont avérées, hein. On n'est pas dans la probabilité, mais dans la certitude sur la santé. Et pourtant, les soignants préfèrent privilégier des rythmes parce que ça les arrange au niveau de leur vie personnelle ou familiale, ce qu'on peut comprendre, hein, aussi, et n'entendent pas toujours le message sanitaire, quoi, de prévention de la santé. Mais nous, ça ne nous empêche pas d'essayer de limiter, en tout cas par des mesures, voilà, pour lutter contre les autres facteurs, les addictions, l'alimentation aussi du travailleur de nuit, les prises de poste ou de fin de poste. Il y a des organisations avec des temps de récupération qui pourraient être privilégiés. Et voilà, dans les domaines où le travail de nuit ne peut pas être interdit, il y a des possibilités de limiter, par exemple de limiter à partir d'un certain âge le travail de nuit. On sait que c'est beaucoup plus délétère. Et on n'est pas toujours aidé ni par les salariés, ni par les employeurs dans ces actions de prévention. Donc le fait qu'il y ait un tableau, ça permettra peut-être de booster un peu les choses. Merci beaucoup. Il est 17h03, on est pile à l'heure pratiquement. Encore une fois, merci beaucoup de votre intervention depuis Strasbourg. Et je dois dire qu'elle vient compléter une après-midi vraiment particulièrement intéressante, je dirais importante, et dans le contexte actuel. Pardon, une question. Juste un commentaire. Oui. On a dit qu'il y avait reconnaissance de maladie professionnelle dans le cas des horaires de nuit, à condition qu'il n'y ait pas d'autres facteurs de risque. Mais le problème, c'est que le personnel de nuit, souvent sur charge pondérale... C'est l'observation que je faisais tout à l'heure. Oui, c'est le problème de l'addition des facteurs. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il y a très peu de cas qui sont reconnus, en fait, actuellement, alors qu'ils pourraient l'être par le système complémentaire. Mais parce qu'à partir du moment où il y a d'autres cofacteurs, il n'y a pas de reconnaissance. Exactement. Très bien. Eh bien, on a vu toutes les innovations qui se préparent, mais c'est vrai que, à part le problème qui vient d'être soulevé, bien évidemment, qui est d'ordre épidémiologique, il y a la question de l'organisation du soin en sénologie qui a été vraiment très clairement présentée et définie, et à laquelle en particulier l'Académie va s'atteler, évidemment, avec Carole, pour non pas alerter les pouvoirs publics parce qu'ils le sont manifestement, et même le public en général, comme le disait Jean-Claude, mais proposer une évolution réfléchie et en fonction d'un état des lieux qui semble être spécifique à notre pays. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette séance, Carole et Charlotte. C'était vraiment très intéressant et bravo. Alors, je ne vous libère pas tout de suite parce que notre secrétaire général va intervenir pour vous donner le résultat des élections qui était close donc à 15h30. Pour ceux qui veulent savoir, mais là, merci beaucoup pour cette session. Et donc, alors, les résultats sont les suivants. Sont élus au conseil d'administration, à partir de 144 votants, les docteurs Merle,
Pourchet, Colchen-Personne, Goéo-Brissonnière, Abilaoud. Alors après, là, ça fait 5. Mais Monsieur le Président, il y a un cas de figure un peu inédit, c'est qu'il y a 2 sixièmes. Or, il n'y a que 6 postes. Donc, vous jugerez, vous n'êtes pas obligé de pour la décision maintenant, mais les docteurs Mertel et Vatrelot sont tous les deux 6e avec 60 voix. Et donc, il faudra d'une façon ou d'une autre trancher. Concernant sont élus à titre de candidats associés les docteurs Fournier, Durand, Ardouin, Mar, Chastanet, Loisel, Gousseau-Capmas, Deroide, Page, Defrénois, Frica, Demortillet et Forgione. Dans la mesure où il y avait 124 votants, il fallait obtenir 63 voix. Enfin, sont élus comme membres titulaires les docteurs Arvieux, Couffinal, Bonhomet, Sarnaki, Colchen-Personne, Mertel, Schenberg, Hersan, Cayazzo, Bodegui, Debris, Rosenbaum, Baudouin, Villeminot, Houvet, Prudon et Benjeloul. Enfin, sont élus comme membres libres les docteurs Monsieur Destinville et le docteur Christian Hervé. Voilà. Très bien, mais bravo à l'ensemble des élus. Et rendez-vous donc à la prochaine séance qui sera sur la fonction érectile. Bien, Reynald Bigard. Merci.